Les attaques américaines et saoudiennes contre l'Irak visaient les HMP, qui font partie de l'armée irakienne. Ce n'est pas une composante de la résistance en Irak. Et il y a quelques instants, le Conseil de sécurité nationale irakien a condamné ce qui s'est passé. Il a déclaré qu'il faisait de son mieux pour éviter ce genre de difficultés entre l'Irak et les pays voisins. Donald Trump a affirmé aujourd'hui qu'ils avaient coordonné cette attaque avec le Premier ministre irakien. Mais cette affirmation a été en quelque sorte rejetée dans ce communiqué, car le Conseil a déclaré que les frappes avaient eu lieu alors qu'ils essayaient de discuter avec les Américains afin de comprendre le problème. Et pas seulement avec les Américains, mais aussi avec les Saoudiens pour comprendre ce qui s'était passé. Parce que les Saoudiens ont dit qu'il s'agissait d'une attaque de drones sur leur territoire contre leurs installations pétrolières. Ensuite, ils essayaient de régler cette question. Puis les États-Unis les ont attaqués. C'était en quelque sorte une attaque surprise. Mais Donald Trump a dit qu'ils avaient coordonné cela avec le Premier ministre irakien. Comment voyez-vous la situation en Irak et les difficultés ou le problème que l'Arabie saoudite est en train de se créer elle-même? Ils ont eu une guerre avec le Yémen. Aujourd'hui, ils ont ouvert un nouveau front et semblent croire que les États-Unis seront là pour mener ces attaques. Mais au bout du compte, ils doivent avoir une sorte de stratégie. Voyez-vous une quelconque logique, une quelconque compréhension de tout cela? Quelle est votre analyse de ce qui se passe en Irak, par exemple, un pays qui est si important en ce moment? Les funérailles sont en cours, d'ailleurs. Les funérailles de ces personnes qui ont été tuées, assassinées lors de ces attaques, se déroulent en Irak, comme nous l'avons dit. Je veux dire, c'est un exemple parfait du dysfonctionnement qui existe dans la politique américaine, dans la région du Golfe Persique et au Moyen-Orient dans son ensemble. Cela montre aussi le chaos et la confusion qui règnent à Riyad, en Arabie saoudite, quant à leur rôle et à ce qu'on attend d'eux. Les Saoudiens sont très préoccupés à l'idée d'être dépassés par l'Iran en tant que superpuissance régionale. Mais le fait est que l'Iran est une superpuissance régionale et l'Arabie saoudite ne l'est pas. L'Arabie saoudite ne ferait rien de ce qu'elle fait au Yémen ou en Irak sans le soutien américain. L'Iran agit de manière indépendante et le soutien américain ne garantit en rien le succès, comme nous l'avons vu. Vous savez, ce que nous avons là, c'est un exemple de l'Arabie saoudite qui cherche à atteindre des buts et des objectifs stratégiques au Yémen, en maintenant un blocus contre Ansar Allah, les Houthis, et en encourageant des actions violentes contre Ansar Allah par l'intermédiaire de ses relais au Yémen. Quand on parle de l'axe de la résistance, il faut comprendre qu'il est réel. Ce n'est pas imaginaire. Ce n'est pas fictif. Cela veut dire qu'il existe des organisations et des nations qui ont, vous savez, une communauté d'objectifs en matière de sécurité. Donc, quand Ansar Allah ou les Houthis sont attaqués et menacés par l'Arabie saoudite, certains alliés réagissent de la même manière. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si les forces de mobilisation populaire étaient impliquées dans les frappes. J'en doute, parce que, comme vous l'avez dit, elles font partie de l'armée irakienne. Mais il existe de nombreuses milices qui échappent au contrôle direct du gouvernement irakien et qui ont la capacité de lancer des attaques contre l'Arabie saoudite. Et je pense qu'elles ont effectivement attaqué des installations pétrolières saoudiennes. Mais à quoi s'attend l'Arabie saoudite? On ne peut pas vivre dans le vide. On ne peut pas aller faire quelque chose ici en s'attendant à ce que rien ne se passe là-bas. En gros, ils ont libéré un génie de la violence. Ils ne pourront pas le remettre dans sa bouteille. Ça va mal finir pour l'Arabie saoudite. Ça se termine très mal pour l'Arabie saoudite, parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est tuer, je crois, 8 membres des forces de mobilisation populaire irakiennes
et 5 conseillers iraniens des gardiens de la révolution. Ce n'est pas un coup fatal. Je veux dire, c'est tragique pour les familles concernées. Mais l'idée que cela est, d'une manière ou d'une autre, vous savez freiner ce qui se passait. D'abord, ils ont frappé la mauvaise cible. C'est l'autre problème. Le renseignement des États-Unis n'est pas crédible de cette manière-là. Et nous avons frappé la mauvaise cible. Nous n'avons pas frappé les cibles responsables des attaques. Et puis, tout ce que nous avons fait, c'est nous aliéner l'Irak. Nous n'avons pas obtenu l'accord du gouvernement irakien. Un appel a été passé au Premier ministre irakien, au cours duquel ces questions ont été évoquées, et cela a ensuite été interprété comme un accord. Et puis, nous avons frappé. Vous savez, cela ne fait qu'affaiblir un Premier ministre irakien dont l'emprise sur le pouvoir est déjà fragile. Rappelons qu'il n'a pas remporté les dernières élections législatives. Il a été nommé par les États-Unis. Le résultat était différent, mais nous n'avons pas accepté ce résultat parce que nous l'avons jugé plus favorable à l'Iran que ce que nous voulions. Nous avons donc déjà manipulé les affaires politiques intérieures de l'Irak. Nous le faisons depuis que nous avons envahi le pays et renversé Saddam Hussein. Et maintenant, nous avons fait ça. Qui sait ce que cela va déclencher? Cela pourrait très bien provoquer un soulèvement militaire contre le Premier ministre et son éviction du pouvoir. Je veux dire parce que, comme vous l'avez dit, les FMP font partie de l'armée irakienne. Et le Conseil de sécurité nationale dit « Nous n'avons pas approuvé ça ». Le Premier ministre dit « Je ne l'ai pas approuvé ». Mais la question c'est, pourquoi les États-Unis se sont-ils sentis assez à l'aise pour appeler le Premier ministre déjà? Parce qu'ils pensent qu'il est leur larbin à la solde. Et la réalité, c'est qu'il est leur larbin à la solde. Vous savez, le Premier ministre irakien aurait pu répondre autrement, faire une conférence retransmise à l'échelle nationale et dire « J'ai reçu un appel des États-Unis et je vais donner ma réponse en public ». Non, hors de question. N'y pensez même pas. Au lieu de ça, il a tergiversé. Il est resté silencieux. Il a pris tout le monde par surprise. Et les États-Unis ont mené cette attaque. Cet homme est un lâche, moralement et intellectuellement. C'est un échec politique. Et espérons que ses jours sont comptés, parce qu'il n'est pas bon pour l'Irak. L'Arabie saoudite, tout ce qu'elle a fait, c'est garantir que ces champs pétrolifères déjà exposés seront de nouveau frappés. Et il y a autre chose que les gens doivent garder à l'esprit. L'Iran n'est pas hors jeu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Arrêtons de faire semblant. S'il y avait un cessez-le-feu, l'Iran n'aurait pas lancé de missiles contre la Jordanie. L'Iran fera ce qu'il doit faire. Les gardiens de la révolution ont déjà dit qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu. Et selon les besoins, nous ferons ce qu'il faudra. Et maintenant que l'Arabie saoudite a attaqué une nation voisine, l'Irak, l'Iran, pourrait très bien venir à son aide. Si les milices non alignées et pro-iraniennes affrontent désormais directement l'Arabie saoudite dans un conflit ouvert, l'Iran pourrait très bien prendre leur parti. Et alors, l'Arabie saoudite disparaît en tant qu'État-nation moderne. Les princes parfumés, gros et obèses qui occupent actuellement les plus hautes fonctions de la direction saoudienne se retrouveront sans revenus pétroliers. Et peut-être qu'à ce moment-là, les meilleurs d'entre eux auront enfin des couilles, se soulèveront et les décapiteront, ou quelque chose comme ça. Mais les dirigeants saoudiens ne sont absolument pas bons pour l'Arabie saoudite. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Il faut que les gens se penchent sur le mode de vie de ces personnes. Allez à Bahreïn, par exemple. Et regardez, c'est difficile en ce moment parce que le pays est bombardé. Mais avant les bombardements, regardez simplement ce qui se passait à Bahreïn. À quoi ressemblait la vie nocturne? Qui l'animait? C'étaient tous les pieux saoudiens et leurs familles royales qui y faisaient la fête. La famille royale prend l'avion pour Londres. Montez dans cet avion.
Observez comment, une fois qu'ils ont franchi les frontières nationales saoudiennes, ils enlèvent leurs vêtements et commencent à s'habiller avec les tenues occidentales les plus extravagantes. Ils atterrissent à Londres, et la débauche qui s'y déroule dépasse l'entendement. Ce que les hommes y font est enregistré par les services de renseignement britanniques. Et ce que les femmes y font l'est aussi. Ils sont tous compromis. Ils rentrent chez eux, et désormais, ils ont des dossiers dont ils ne pourront jamais parler, parce que ce qu'ils font est indicible. Puis ils remettent leurs vêtements et font semblant d'être pieux. Quand vous quittez la chaussée qui relie Bahreïn à l'Arabie Saoudite, vous voyez mosquée après mosquée, après mosquée, après mosquée. Pourquoi? Parce que les Saoudiens pêcheurs, en passant par là, pensent qu'en construisant une mosquée ou en finançant une mosquée, ils se sont en quelque sorte absous de leurs péchés jusqu'à la prochaine fois qu'ils iront à Bahreïn. Voilà qui gouverne l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Ils ne se soucient que de leur bien-être narcissique. Ils ne se soucient pas du peuple saoudien. Ils ne se soucient pas de la région. Et leur narcissisme ne peut être financé que par la poursuite de la production de pétrole. Donc tout cela concerne la façon dont ils maintiennent les flux de pétrole. Ils ont adhéré à la fausse idée que les États-Unis garantissent le maintien des capacités de production pétrolière saoudienne. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas là pour encourager une catastrophe économique mondiale, mais, à l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite pourrait littéralement être rayée de la planète. Il suffirait à Ansar Allah de poursuivre ses attaques et de détruire l'ensemble des infrastructures de production pétrolière de l'Arabie Saoudite. Il suffit que toutes les milices iraniennes et les milices pro-iraniennes en Irak poursuivent l'attaque et détruisent l'ensemble des capacités de production pétrolière de l'Arabie Saoudite qui sont à leur portée. Ensuite, l'Iran n'aurait plus qu'à venir nettoyer les dégâts. Les champs pétrolifères de l'Est de l'Arabie Saoudite se trouvent dans une région où la population chiite est importante, voire majoritaire. Il est peut-être temps que les chiites se soulèvent, marchent sur Riyad et règlent ça. Je veux dire, ce régime saoudien doit partir. Il doit partir. Il est mauvais pour l'Arabie Saoudite. Il est mauvais pour le régime. Et en participant à cette attaque flagrante contre l'Irak, ils se sont eux-mêmes condamnés à l'échec. Vous pensez, Scott, que s'agissant de la réponse de l'Irak, le Yémen ferait quelque chose aussi? Parce que, si l'on part du principe que ces drones venaient d'Irak, comment voyez-vous la combinaison des deux? Des drones venant d'Irak et des missiles venant du Yémen? Et que savons-nous des systèmes de défense aérienne en Arabie Saoudite? Que savons-nous des systèmes de défense aérienne en Arabie Saoudite? Je ne sais pas. Il n'y a pas quelques champs pétroliers saoudiens qui brûlent. Maintenant, on sait ce qu'il en est des systèmes de défense aérienne saoudiens. Ils ne fonctionnent pas. C'est tout. Comme je l'ai dit, l'Arabie Saoudite est à nu en ce moment. Quand on va aussi loin, il faut comprendre les précautions que cela exige. On a l'impression, je ne sais pas à quoi pense-t-il avec ces attaques. Écoutez, la réalité de la région arabe du Golfe commence à apparaître, à être mise au jour. Nous avons tendance à croire qu'il s'agit d'êtres humains rationnels, parce qu'ils affichent une façade de civilité, une façade de civilisation financée par le pétrole qu'ils produisent, le pétrole que l'Occident achète. Alors ils vont construire une réplique du Louvre. C'est ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Allez au Louvre. Pas besoin d'aller à Paris. Venez ici, à Abu Dhabi, et vous pourrez avoir la même culture qu'à Paris. Allez à Dubaï et vous avez les grandes tours, la vie festive, tout ça. C'est exactement comme l'Occident.
C'est comme l'Occident, sauf que c'est dirigé par la classe d'êtres humains la plus pervertie et la plus corrompue qui soit, les princes arabes du Golfe. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Ce sont simplement des gens qui se trouvaient au bon endroit au bon moment quand l'Empire britannique s'est effondré et que la Grande-Bretagne les a désignés comme les maîtres néocoloniaux du Golfe, au service de l'Angleterre. J'étais à Abu Dhabi. J'ai rencontré le conseiller britannique du prince héritier, et c'est un agent du MI6. Je viens de révéler l'un des secrets les mieux connus de tous. À côté de chaque prince saoudien, de chaque prince arabe du Golfe, de chaque cheikh, il y a un agent de la CIA ou du MI6 qui les contrôle et surveille tout ce qu'ils font. J'essayais d'avoir une conversation avec lui sur le programme nucléaire iranien. À l'époque, Abu Dhabi parlait d'un programme nucléaire pacifique. Et j'avais une idée. Peut-être qu'il pourrait mettre en place un consortium d'enrichissement de l'uranium avec Abu Dhabi pour intégrer l'enrichissement iranien. Cela aurait permis de légitimer l'enrichissement et de le contrôler. Nous n'aurions pas le problème que nous avons aujourd'hui. Et il était intéressé jusqu'à ce que l'agent britannique du MI6 intervienne. C'est une conversation que nous n'avons pas en ce moment. Ce n'est pas un État souverain, n'est-ce pas? C'est la réalité. Vous attendez de l'Arabie saoudite un comportement rationnel. Il n'y a aucun comportement rationnel de la part de l'Arabie saoudite. C'est un régime corrompu. Tout est corrompu, du sommet jusqu'à la base, parce qu'il y a tellement d'argent qui afflue. Alors ils dissimulent leur incompétence, ils dissimulent leur corruption, ils dissimulent leur dépravation en s'enveloppant de confort, en s'enveloppant de richesse. Mais dès qu'on regarde au-delà de ça, qu'on soulève le voile et qu'on voit ce qu'il y a derrière, c'est laid, c'est grotesque. Et ce que vous voyez en ce moment, c'est une manifestation, dans leur politique étrangère, de cette laideur et de ce grotesque. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils paniquent en ce moment. Ils sont dans un état de panique absolue. Et dans leur panique, ils se tournent vers les États-Unis pour être sauvés. Et ce sera l'une des erreurs fatales de la monarchie saoudienne. Oui. Vous avez évoqué l'attaque iranienne contre la Jordanie la nuit dernière. Au même moment, l'Iran attaquait aussi des cibles au Kurdistan irakien. Et que sait-on? C'est la première fois que l'Iran attaque la Jordanie sans avoir été attaqué. Non. Il faut rectifier les faits, Nima, parce que ça laisse entendre que les États-Unis n'ont pas lancé une attaque surprise contre l'Iran le 28 février. D'accord? Ça laisse entendre que les États-Unis n'ont pas violé unilatéralement le protocole d'accord, le cessez-le-feu, et déclenché une agression armée contre l'Iran. Vous voyez, il n'y a pas de cessez-le-feu. L'Iran n'a jamais accepté de cessez-le-feu. C'est donc la continuité d'une action. L'Iran n'a pas attaqué les États-Unis sans raison. Du point de vue iranien, la guerre continue. Ils n'ont pas dit « on arrête ». Ils ne l'ont pas commencé. Et c'est pas encore fini. Alors ne faisons pas comme si l'Iran avait lancé une attaque surprise. L'Iran n'a pas lancé d'attaque surprise. L'Iran continue de défendre ses intérêts. Ce qu'il a fait, c'est détecter, sur une base aérienne jordanienne, une activité liée à des frappes aériennes qui étaient lancées contre les forces des unités de mobilisation populaire. Il a donc lancé une frappe préventive. Ce n'était pas une attaque surprise, mais la poursuite d'une violence initiée uniquement par les États-Unis. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas une attaque surprise. Ce n'est pas de la perfidie. Ce n'est pas l'Iran qui joue à des jeux. L'Iran est en guerre contre les États-Unis. Et il faut garder cela à l'esprit quand on parle des options futures possibles de l'Iran, parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. L'Iran peut frapper tout ce qu'il a déjà frappé, quand il le souhaite, en sachant pleinement qu'il fait ce qu'il faut.
Pourquoi Donald Trump a-t-il décidé d'instaurer une sorte de pause avec l'Iran? Se prépare-t-il à une nouvelle phase de guerre? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Comment préparer une nouvelle phase de guerre quand on n'a rien? Pourquoi se sont-ils arrêtés la dernière fois? Ils n'avaient plus de pétrole, plus de munitions. Ils ont obtenu assez de pétrole et ils pensaient avoir assez de munitions. Alors, ils ont recommencé. Maintenant, ils n'ont plus de munitions. Ils sont à court de pétrole. Alors, ils s'arrêtent. C'est tout. Ça veut probablement dire qu'ils vont se renforcer pour essayer d'entamer une troisième phase, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Ils mentent sur tout. Ils ont menti au sujet du protocole d'accord. Ils ont carrément menti sur le protocole d'accord. Le protocole d'accord n'a toujours été qu'une façade pour gagner du temps. Alors, quel est le raisonnement? Les Russes ont déclaré, je ne sais pas s'il s'agit d'une déclaration officielle du Kremlin, mais cela émane du ministère des Affaires étrangères, en coordination avec d'autres organisations et agences russes, que Donald Trump est émotionnellement instable. Or, nous le savons. Quiconque suit ses publications sur les réseaux sociaux sait que cet homme ne va pas bien. J'ai déclaré qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique extrême, de type antisocial. À cet égard, il est malin. Mais ce n'est pas un acteur rationnel. Il est imprévisible. Il peut se réveiller le matin et tout peut arriver. Absolument tout peut arriver. Par exemple, si vous êtes l'Arabie Saoudite et que vous avez mené pendant 6 à 8 mois des négociations sur une éventuelle aide américaine à l'enrichissement de l'uranium, avec un cadre convenu prêt à être signé, pour découvrir que Donald Trump se réveille le lendemain matin, va aux toilettes, a des problèmes de gaz ou je ne sais quoi, et décide non, nous n'accepterons pas cela, à moins que l'Arabie Saoudite adhère aux accords d'Abraham. Or, l'Arabie Saoudite a dit qu'elle ne le ferait jamais, tant que la question palestinienne ne serait pas réglée. Comment peut-on traiter avec un homme comme ça? Se réveiller le matin en pensant qu'on a un accord et découvrir qu'en fait, on n'en a pas. Se réveiller le matin en pensant qu'on a trouvé un accord après des semaines de négociations pour découvrir que le président a eu une idée, enfin peu importe, et a décidé que ce n'était plus le cas. Les États-Unis sont gouvernés par un homme qui définit sa politique par des publications sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Sans aucune coordination. Je ne voudrais pas être secrétaire d'État. Je ne voudrais pas être secrétaire à la Défense. Je ne voudrais être personne dans son cabinet parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer le matin. On pense qu'une politique est en train d'être mise en œuvre et le président décide de publier autre chose sans se coordonner avec qui que ce soit. Voilà à quoi nous avons affaire. Cet homme est instable, émotionnellement instable. C'est une façon polie de dire qu'il est complètement taré. Et si Donald Trump décidait, peut-être avec Benjamin Netanyahou, que le seul moyen de convaincre l'Arabie Saoudite d'accepter les accords d'Abraham serait de nouvelles attaques? Une attaque dévastatrice de la part de l'axe de la résistance sur son territoire, peut-être en détruisant des installations pétrolières et en exerçant une forte pression sur le pays. Cela convaincrait le gouvernement saoudien, le peuple, le roi, le prince héritier d'Arabie Saoudite, d'accepter les accords d'Abraham. Que sont les accords d'Abraham? Est-ce un accord de défense? Est-ce que les accords d'Abraham renforcent la sécurité de l'Arabie Saoudite? La réponse est non. C'est un accord économique et politique. C'est la reconnaissance d'Israël, puis vous allez faire des affaires avec Israël. Vous savez ce qui arriverait au roi s'il se présentait et disait « Voilà ce que nous faisons ». Il ne serait plus roi. Il ne serait plus roi. Le prince héritier ne serait plus prince héritier.
C'est politique. Il est impossible à ce stade que l'Arabie saoudite adhère aux accords d'Abraham dans ces conditions. Donc non, je ne vois pas ça. Je veux dire, que se passe-t-il entre Netanyahou et Trump? Ils sont tous les deux en difficulté politique. Mais ce n'est pas grave, parce que ce sont des maîtres. Et rappelez-vous, aucun des deux n'est aux commandes. Il existe un clan plus large, le grand projet sioniste, qui promeut le grand Israël. Et Netanyahou n'en est pas le moteur. Netanyahou est sur le point de perdre une élection. C'est fini pour lui. Il est terminé. Et lorsqu'il perdra cette élection, il y a de fortes chances qu'il aille en prison pour le reste de sa vie. Peut-être que ses alliés politiques le sauveront. Mais, vous savez, Donald Trump est condamné aux élections de mi-mandat, à moins qu'il ne déchire complètement la Constitution et ne fasse quelque chose de fou. Dans ce cas-là, espérons que les membres du gouvernement des États-Unis qui respectent la loi feront ce qu'il faut. Parce que lorsqu'un président rompt avec la Constitution, il n'est plus le président d'une république constitutionnelle. Mais ce n'est pas grave, parce que les grands maîtres s'en moquent. Le projet du Grand Israël comprend qu'ils se sont enlisés au Moyen-Orient. Ils ne gagnent pas au Liban, ils ne gagnent pas en Syrie, ils ne gagnent pas contre l'Iran. Alors que font-ils? Ils font cause commune avec les États-Unis. Le parasite prend le contrôle de l'hôte. C'est à travers la loi d'autorisation de la défense nationale, actuellement en cours d'examen, qui fusionne en quelque sorte le renseignement américain, le renseignement israélien et l'armée américaine. Elle n'en fait plus qu'un. Israël prend le contrôle des États-Unis. C'est ce qui se passe ici. Les États-Unis deviennent la profondeur stratégique du projet du Grand Israël. Et tout le reste n'est qu'un spectacle secondaire. Alors, encore une fois, les Saoudiens doivent comprendre que cette corruption qui se produit parce que c'est bien une corruption de la démocratie qui se produit entre Israël et les États-Unis, ne considère pas l'Arabie saoudite comme un atout. Les accords d'Abraham sont donc une fausse promesse de prospérité et de paix. Il n'y aura ni prospérité ni paix, parce que le projet du Grand Israël ne vise pas à rendre l'Arabie saoudite prospère ou pacifique, n'est-ce pas? Il vise la domination israélienne de la région. Et tous les autres ne sont que des outils à utiliser, à jeter, à abandonner. C'est tout. Et tant que l'Arabie saoudite ne le reconnaîtra pas, elle fonce droit en enfer. Et en ce moment, elle est peut-être allée trop loin. J'emploie toutes ces analogies, mais les gens devraient comprendre ce que je veux dire. Parce que si les forces de mobilisation populaire, si les milices pro-iraniennes décident de jouer le tout pour le tout, rien ne pourra sauver l'Arabie saoudite. Et souvenez-vous aussi de ceci, une petite histoire du passé. Dans la période qui a précédé Tempête du désert, il y a eu un moment, pendant Bouclier du désert, où les marines étaient là-haut, seuls, en gros comme de simples ralentisseurs. Si les Irakiens avaient ordonné à la garde républicaine de descendre vers le sud, rien ne les aurait arrêtés. Les marines seraient sortis, auraient tiré leur dotation de munitions, puis seraient devenus des ralentisseurs, écrasés par les chars irakiens. Heureusement, les Irakiens ne l'ont pas fait, et nous avons pu envoyer des renforts. Mais pendant cette fenêtre de vulnérabilité, on n'arrêtait pas de dire aux Saoudiens « Hey, pourquoi ne pas retirer une partie de vos forces du front sud face aux Yéménites pour les envoyer ici ?» Et les Saoudiens ont répondu « Hors de question. » Pourquoi? Eh bien, d'abord, la moitié de la partie sud de l'Arabie saoudite a été volée au Yémen. Faites des recherches historiques. Ils l'ont volé au Yémen, ils l'ont volé aux Houthis, et les Houthis le veulent récupérer. Donc, il y a de fortes chances que si tout ça se produit, l'Arabie saoudite soit démembrée. Carrément démembrée. Parce que c'est un faux pays. Tout le monde le sait. C'est un faux pays. C'est juste un morceau de désert découpé. Vous voyez, parce que des coupeurs de tête wahhabites y sont entrés,
et ont coupé les bonnes têtes, et les Britanniques ont décidé de les soutenir. Voilà. Et quand vous vous débarrassez des coupeurs de tête wahhabites, il ne reste rien. Il reste un groupe de tribus bédouines qui se détestent. Et ça va se disloquer. Le Yémen prendra sa part. Qui sait ce que fera l'Irak? La Jordanie est un faux pays, donc peu importe. Mais le fait est que toute cette région est artificielle. Toute cette région a été créée lorsque certains dirigeants se sont soumis à la volonté politique de leurs maîtres britanniques et américains. Et maintenant que ces maîtres britanniques et américains sont à la dérive et qu'un nouveau maître a émergé, une nouvelle puissance dominante, l'Iran, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont dans un état de panique totale. L'Iran, c'est l'avenir. Encore une fois, à qui est-ce que je parle? Vous êtes iranien, vous le savez. 5000 ans de culture et d'histoire. Et si ces coupeurs de tête bédouins, qui occupent actuellement les postes de direction à Riyad, pensent qu'ils sont à la hauteur de cela, ils vont avoir une sacrée surprise. Donc l'Iran est la puissance. L'Iran est l'avenir. Et vous savez, je pense que ces États arabes du Golfe comprennent ce que cela signifie pour eux, parce qu'ils ne vont pas faire long feu s'ils continuent à se ranger du côté des États-Unis contre l'Iran.